Madame, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre aux 20h à la une. Internet, réseaux de communication n'ont pas été confinés. Les télécoms ont résisté à la crise sanitaire. Les opérateurs ne vont jamais déclarer les vrais chiffres, estime un expert du secteur. Fin du ramadan inhabituel, faute de rassemblement, les musulmans de la RDC ont suivi en direct sur la RTNC la cérémonie organisée depuis le studio Maman Anguebi. Des Congolais dont les femmes et les bébés bloqués à l'étranger suite à la fermeture des frontières sont en train d'être ramenés au pays. C'est la fin d'un long calvaire à suivre dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Merci de votre fidélité. L'actualité tout de suite. On rappelle encore 15 jours d'état d'urgence sanitaire. Hier, le chef de l'État a pris une ordonnance publiée sur nos antennes par son porte-parole Kasongo Mayamba Yamba. J'ai ici l'ordonnance numéro 20-044 du 22 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 20-003 du 22 mai 2020, portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-002 du 7 mai 2020. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 020-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Vu l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 telle que modifiée et complétée à ce jour, spécialement en son article 1er, alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 20-041 du 7 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours prenant cours le 8 mai 2020, considérant le rapport livré aux membres du gouvernement par le secrétariat exécutif du comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus au cours de la réunion du Conseil des ministres du 15 mai 2020. Vu la nécessité des périodes de 22 mai 2020, l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 telle que prorogée à ce jour par l'ordonnance numéro 20-041 du 7 mai 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité multisectoriel de la riposte contre le Covid-19 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa
le 22 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. Fin du Ramadan ce dimanche. Les mosquées sont fermées. La RTNC a cédé le studio Maman Guébi qui a servi de lieu de prière pour un petit noyau. Cérémonie suivie à travers le pays pour rompre le jeûne. Eric Kabamba. Les musulmans du monde entier ont cette année fêté la fin du Ramadan d'une manière toute particulière en raison des consignes sanitaires liées à la pandémie du coronavirus. Une journée généralement festive qui mêle prière, visite aux proches et repas en famille pour marquer la fin de 30 jours du jeûne. Mais cette année a eu pourtant un goût amer car chacun était obligé de rester chez lui pour faire la traditionnelle prière. Même si le coronavirus a bel et bien perturbé cette journée clé du calendrier musulman, faute des rassemblements organisés, certains musulmans pratiquants, comme ceux de la RDC, ont eu à prier avec leurs autorités d'une manière virtuelle en direct de la radio-télévision nationale congolaise et RTNC, qui les avait suffisamment réservé un grand espace. Cheikh Abdallah Mangala, représentant légal de la Comico, s'est réjoui du déroulement de cette journée car le mot d'ordre donné a été largement respecté par la communauté musulmane congolaise. Les mots-clés de cette cérémonie aujourd'hui, c'est pour glorifier les Tout-Puissants, de nous avoir donné le courage, la force de jeûner durant un mois. Nous implorons à Dieu que ce virus disparaisse pour que les gens vivent en paix. La meilleure des choses, c'est de dire que Dieu nous a exaucés et il a accepté nos jeûnes et tous les bienfaits durant le mois. Un témoignage d'un malade guéri du coronavirus. Ils sont 13 à avoir été déchargés après une bonne prise en charge au centre Moncolé. Rodé Panda. Moncolé est l'un des sites choisis pour la prise en charge des malades à coronavirus. Depuis l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale dans la lutte contre cet ennemi invisible, les responsables de ce centre hospitalier Moncolé a mis en place un Covid Center, cadre exclusivement dédié à la riposte contre la pandémie à coronavirus et la prise en charge des malades atteints de Covid-19. 25 cas testés positifs sont arrivés ici. 13 sont guéris après avoir enduré cette maladie. 2 décès et 9 cas hospitalisés en évolution acceptable. 10 autres cas suspects. C'est le bulletin du cumul pour la prise en charge des malades à Moncolé. Alors que quelques-uns se sont retenus d'attester publiquement leur guérison, Moufasoni Koumesso Célestin pense que Dieu a fait grâce et tous les soignants de Moncolé ont apporté leur expertise et témoignent. J'ai été Covid positif, l'hôpital m'a pris en charge, Dieu nous a protégés, je ne suis pas seul, il y a des autres qui sont là, à l'intérieur, parce qu'au-delà de tout, c'est Dieu. J'ai dit aussi merci aux personnes soignantes. La prise en charge a été ici absolument bonne. À l'ensemble de la population qui hésite et refuse de croire à cette maladie, Célestin Moufasoni rassure. Je demande à mes frères, ils sont encore ailleurs, ils peuvent être malades, mais ils ne le savent pas. Moi aussi, je ne savais pas. Et une fois qu'ils sont positifs, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils ne soient pas stressés. L'hôpital les prendra en charge. Il faut dire la République, la maladie au norovirus est vraie. Avec sa capacité de 25 lits, une équipe de 49 personnes, médecins comme infirmiers, techniciens des laboratoires, psychologues, hygiénistes et autres, cette formation médicale reste disposée à rendre service à la population congolaise, a soutenu le médecin directeur. Jean-Pierre Kiwakana garde son fauteuil de président au Conseil économique et social. Les nouveaux visages des membres du nouveau bureau ont été dévoilés. Les précisions avec Annie Balaka. C'était au cours de la plénière extraordinaire présidée par Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social,
que les conseillers de la République ont procédé au vote par consensus de son nouveau bureau. Juste après cette désignation par consensus, les nouveaux membres du bureau ont procédé à la séance de remise-reprise. Au poste du premier vice-président, Eli Ngomo cède la place à Timothée Mouteba, qui aura comme rôle, en tant que premier vice-président, de prendre en charge de questions relatives aux avis consultatifs et des relations avec les autres institutions de la République. Au poste de deuxième vice-président, Léon Kiaboba succède à Léonard Moukoukou Ouetonda, décédé. Léon Kiaboba aura comme mission de superviser les activités de commission ainsi que la sécurité sociale et des problèmes des conseillers de la République. Quant au poste de rapporteur, René Ngongo prend la place de Léon Kiaboba. René Ngongo sera chargé d'assurer le secrétariat des séances plénières et des réunions du bureau ainsi que l'organisation matérielle des travaux de plénière et des commissions. Il est porte-parole du conseil et supervise la presse. Au poste de rapporteur adjointe, Astrid Elias Martins remplace Guénéry Gobert. Quant au poste de questeur, Mamingalula Kalala cède sa place à Guénéry Gobert. Enfin, au poste de questeur adjointe, Béatrice Mpoulou remplace Yvette Tabia. Au poste de secrétaire général, Iko Kablaise remplace Abel Christian. Juste après les séances de remise reprise, le bureau a tenu sa première réunion sous la présidence de Jean-Pierre Kiouakana, tout en tenant compte des mesures barrières liées à la pandémie du coronavirus. La pauvreté dans nos villages est notamment causée par le capitalisme. À la présidence de la République, une cellule du programme d'urgence intégré de développement communautaire a été créée. Philippe Ngwala, son coordonnateur, est l'invité de Perspectives économiques. L'élaboration des projets structurants, innovants, intégrés et communautaires. Et lorsque ces projets sont mis en place, lorsqu'ils sont mis en œuvre, ils peuvent susciter une amélioration rapide des conditions de vie des populations congolaises. Pourquoi les jeunes? Parce qu'ils représentent la majorité de la population congolaise. Lorsqu'on touche 62% de la population, le président a compris, selon sa vision, qu'il peut booster rapidement l'amélioration des conditions de vie. Mais avec une approche bien précise, c'est celle que nous allons débattre avec vous aujourd'hui. En fait, le développement communautaire, c'est un processus de transformation socio-économique à la base, excusez-moi la tautologie, basé sur une approche participative et inclusive. Que ce soit dans les groupements, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les territoires, que ce soit dans les districts, que ce soit dans les villes, dans les zones urbaines, périurbaines. Il s'agit des communautés de base. Tourner les dos, peut-être, je ne vais pas les dire, mais ce sont des communautés auxquelles le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pense à travers sa vision. Mais justement, ces communautés qui manquent de tout, par où commencer? Mais justement, c'est pour cette raison que le président de la République a mis en place ces services spécialisés. Okay. Le président est convaincu, il a une vision. Il pense que booster le développement de la RDC doit partir par la base. C'est pour cette raison qu'en mettant ces services spécialisés, il veut traduire sa vision en fait, en réalité. Puisqu'on parle développement, des engins pour lancer des travaux de la voirie urbaine à la Tchopo sont arrivés sur place. Une acquisition financée par le gouvernement provincial. Ces engins ont été salués par la population. Ce sont des engins lourds, pas neufs, acquis sur fonds propres du gouvernement provincial de la Tchopo. 2 camions bennes de 25 mètres cubes chacun, 2 chargeurs et autres compacteurs destinés à l'entretien de la voirie urbaine et la réhabilitation d'autres routes reliant Kisangani, chef de la province de la Tchopo, à ces territoires. Les populations et autres usagers des routes présents à cette cérémonie applaudissent des 2 mains son initiateur, le gouverneur de province, Louis-Marie Alelou Fungula. Comme nous voyons déjà ces machines arriver ici, c'est-à-dire c'est le début des travaux, l'autorité provinciale a bien fait. Premièrement, je remercie le gouverneur de province de son initiative. Ceux qui disent qu'ils détournent l'argent, c'est faux. Du matériel qui constitue un premier lot, en attendant les deuxièmes qui arrivent dans un délai court, précise le chef de l'exécutif provincial au cours de cette cérémonie de réception. Louis-Marie Alelou Fungula demande à la population de l'accompagner dans ses actions pour le développement de la Tchopo. Ainsi, il fait des grandes annonces pour cette année en cours, dont la province de la Tchopo. Comme aujourd'hui nous avons acquis ces matériels,
Dans les jours qui viennent, nous allons aussi recevoir la pelouse synthétique pour notre stade de Lumumba. Les hôpitaux ne sont pas équipés. Nous devons aussi penser à ça. Les jours qui viennent, nous aurons aussi des matériels médicaux. Mais peu avant cette cérémonie de réception, le gouverneur de province et son gouvernement ont assisté au déchargement de ces matériels au port de la SCTP, Ex-Onatra, dont l'avant-midi. Ces matériels, 4 au total, ont sillonné quelques artères de la ville de Kisangani sous les salves d'applaudissements des populations pour chiter à la mairie de la ville de Kisangani. L'insécurité dans la partie est de la République, le ministre de la Défense nationale, Emengo Imukena, a été auditionné au niveau de la commission Défense et Sécurité de la Chambre basse à ce sujet. La province du Haut-Ouélé au bord de l'implosion des multiples incursions. Les caucus des élus de cette province l'a rappelé ce samedi au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le professeur Emengo Imukena Loussa-Diessé décryptait ainsi avec ses hôtes le problème de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national. Selon le porte-parole de ces députés nationaux, la province d'Anouari Tonenga-Peta est aujourd'hui en proie à la présence de plusieurs types de groupes armés à la recherche de pâturage, des prédilections à la suite de la transhumance excessive des troupeaux de bétail des éleveurs Mbororo. Dans le Haut-Ouélé, il y a les éleveurs étrangers armés, les Mbororo qui sont là-bas. Il y a les Seleka qui sont là-bas. Il y a les Espela qui sont là-bas. Il y a les Ouda qui sont là-bas. Et tout ça, ça met mal à l'aise cette population. 48 heures bien avant, le chef de défense, Emengo Imukena, a fait l'objet d'audition à la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Cette audition suscitait la curiosité des élus sur un certain nombre des préoccupations touchant la traque des ADF et des différents groupes armés, la loi de la programmation militaire, l'affairisme de certains militaires et les conditions sociales des militaires et de ses dépendants. C'est cet exercice que le professeur Ngoy Mukena s'apprêtera à répondre ce 6 juin. Nous avons fait un examen approfondi dans une sorte de dialogue constructif sur le foyer des tensions. Plusieurs foyers de tensions dans plusieurs provinces. Et nous avons identifié les Haut-Katanga, les Nord-Kivu, les Sud-Kivu, l'Ituri, Haut-Ouélé, des Tanganyika également. Un plan de relance graduelle de certaines activités économiques suspendues suite à la Covid-19 va être présenté au prochain Conseil des ministres. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres tenu par visioconférence le vendredi dernier sous la présidence du chef de l'État, la semaine du président Pierre Kibambeso Moïsa. Comme tous les vendredis de la semaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 32e réunion ordinaire du Conseil des ministres par vidéoconférence, conformément à la mesure de confinement face à la pandémie de coronavirus. La communication du chef de l'État a porté sur le renouvellement du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, la reprise progressive des activités économiques, la vente des actifs de la GECAMIN et le rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence pour la lutte contre la corruption. Au sujet notamment de la reprise progressive des activités économiques, et pour contenir tant soit peu les effets négatifs du Covid-19, il a été décidé que le gouvernement présente au prochain Conseil des ministres un plan de la reprise graduelle de certaines activités économiques suspendues suite au Covid-19, surtout dans certains secteurs, en l'occurrence les miniers et les manufacturiers, en relevant le nombre des travailleurs à mettre en service. Les autorisations nécessaires leur seront accordées pour se faire en considération notamment des dispositifs de lutte contre le Covid-19 que les entreprises concernées mettront en place pour protéger le staff dirigeant et les travailleurs. Entre-temps, tous les autres travailleurs à mesure de faire du télétravail sont vivement encouragés à le faire dans les différents secteurs. La prorogation de l'état d'urgence adoptée par les deux chambres du Parlement. Et puis cette semaine, on a assisté à la vente des denrées alimentaires dans différents marchés de Kinshasa. Autant de sujets qui ont retenu l'attention de Constance Mananga.
Lutte contre le Covid-19 et appel à la solidarité nationale, 50 000 cartons de tests rapides de la société Zentech de Liège, dont du gouvernement congolais à l'Institut national des recherches biomédicales. Ceci pour réduire la longue attente dans les résultats du test réalisé. C'est le Premier ministre Ilunga Ilukamba qui a remis ces tests acquis sur financement du Trésor public pour un coût de plus d'un demi-million de dollars américains. Le Premier ministre a aussi dans la semaine échangé avec les responsables des confessions religieuses venus plaider pour la reprise des activités des églises. La commission suivi et évaluation de l'Assemblée nationale par l'interpellation du directeur général de l'Office congolais des contrôles voulait avoir le cœur net sur les contrôles de qualité des produits, surtout les masques utilisés pendant cette période de lutte contre la pandémie à coronavirus. Dans la même journée, dès mardi, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a disponibilisé un chèque d'1 million de dollars américains pour le Fonds national de solidarité pour la riposte au Covid-19 qui venait de lancer ses activités. Des rumeurs autour d'un éventuel monnayage des cadavres, le ministre de la Santé publique, Eteni Longondo, a fait une descente à l'hôpital Kimbanguste de Kimbanseke, mais aussi au quartier Maviokele où ces faits se seraient produits pour dissiper tout malentendu. Le mercredi 20 mai, les experts chinois en mission en RDC ont fait la restitution de leurs activités à la ministre d'État des Affaires étrangères, Marie Doumbazeza, qui a facilité le rapatriement dans la semaine des Congolais bloqués à l'étranger frappés par les mesures de confinement. Des données numériques des mouvements des gens sur les confinements de la commune de la Gombe, la taxe force présidentielle reçoit ces données d'entrée et sortie de la Gombe. Ces données peuvent être comparées aux données médicales, ainsi la taxe force pourra exactement avoir des statistiques fiables du confinement. Lancement des ventes des denrées alimentaires dans différents marchés de Kinshasa, la ministre de l'économie nationale Akasia Bandoubola a elle-même été sur terrain, question de s'assurer de l'approvisionnement de quinoa pour faire face à la crise alimentaire qui pourrait surgir à cause de la crise sanitaire due au Covid-19. Enfin, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ce vendredi 22 mai les projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour 2 semaines. En cette période d'état d'urgence, les liens ont été soutenus grâce à la communication. Les télécoms ont donc résisté à la crise sanitaire. Seulement, il est difficile de calculer le gain de cette opération, Mesdames Bouyal-Mangal. Tous les secteurs de production et de services ont été frappés de plein fouet par la crise du coronavirus. Ce n'est pas le cas pour les télécoms. Les télécoms sont restés la cheville ouvrière pour faciliter la circulation de l'information et des données à travers le monde. Le travail à distance a été rendu possible grâce au concours des NTIC, de l'Internet et de la numérisation. Mais pourquoi les télécoms n'ont pas subi des effets pervers de la crise économique du coronavirus? Lorsque une population se retrouve cloîtrée, la seule chose qui lui reste, c'est de communiquer et de beaucoup communiquer. Le pouvoir d'achat de Congolais étant ce qu'il est, de mouvements qui ont eu lieu avec l'extérieur, avec les familles qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, la seule chose qui les liait, ce sont les télécommunications. Donc, le secteur qui n'a pas été confiné, ce sont les télécommunications et les nouvelles technologies de l'information. L'Internet a été suffisamment utilisé. Les réseaux sociaux, la téléphonie. Ça veut dire que c'était une période, certes difficile pour la population, mais elle n'était pas aussi difficile pour les opérateurs qui opèrent dans ce marché-là. Parce que les gens se sont servis des technologies de l'information, de la communication et de la téléphonie pour communiquer de part et d'autre. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait assisté à ce que les sociétés de télécommunications ne se plaignent pas. Et c'est un moment de bonheur pendant que les autres sont complètement à l'arrêt. Les autres secteurs à l'arrêt, mais les télécommunications est resté comme secteur qui était catalyseur de toutes les activités de la vie.
Malgré des arrêts des principales unités de production, les télécoms ont survécu. Mais la République démocratique du Congo saura-t-elle profiter de la manne des télécoms au moment où le budget de l'État se réduit davantage à la suite de la faible mobilisation des recettes fiscales et douanières? Les opérateurs ne déclareront jamais le vrai trafic qui leur permet d'avoir de l'argent. Il faut revenir sur les fondamentaux de ce secteur important et névralgique et sensible tant pour la sécurité nationale que pour l'économie nationale. L'État doit pouvoir se doter de moyens techniques et humains pour faire le contrôle des segments de trafic local, interconnecté et international. Ça veut dire quoi? Remettre sur le marché l'opérateur historique en faisant deux choses. Séparer cet opérateur en deux entreprises. Une entreprise de télécommunications qui va compétir sur le marché et une autre entreprise de poste. À ce moment-là, l'État ne tendra pas seulement la main sur les opérateurs privés de multinationales, mais l'État disposera d'un opérateur qui aura de parts de marché. Troisième chose, il faudra que l'autorité de régulation qui existe fasse réellement son travail de gestion du marché. La numérotation et les enjeux commerciaux et de l'évolution technologique du marché. Une fois que l'État aura totalement mis la main sur ces trois segments, eh bien, nous pouvons prétendre pouvoir contrôler le marché. Pour que l'opérateur historique revienne sur le marché, il faut que nous puissions finaliser la construction du réseau national de transmission, le backbone à fibre optique, qui doit couvrir tous les territoires nationaux, pour permettre non seulement à cet opérateur de construire les réseaux d'accès dans des villes et campagnes de la République, mais également de se servir de ce réseau-là pour permettre de charrier le trafic de tous les acteurs du marché, de gauche et à droite. L'efficacité du service public impose à l'État congolais de s'appuyer sur l'opérateur national dans le secteur des télécoms. Deuxième dossier de ce journal, 1200 compatriotes sont victimes de la fermeture des frontières pour contrer la propagation de la pandémie en RDC. Le gouvernement a donc décidé de ne pas les abandonner. Le Trésor public a financé les rapatriements, une réponse de la RDC aux cris de détresse de ses enfants. Pompon Umbalandou Joe, Patrick Coucou. 10 mars 2020, le Congo enregistre son premier cas positif Covid-19. Il s'agit d'un cas importé. Le gouvernement décide donc de fermer les frontières pour contrer la propagation de la pandémie. Une décision qui bloque à l'étranger près de 1200 compatriotes partis pour des vacances, en soins ou en mission de service, sans compter de nombreux fonctionnaires de l'État en mission à Kinshasa. C'est donc parti pour une série de réunions autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Le prof veut être pratique. Le Congo ne va plus abandonner ses enfants à l'étranger. Maintenant, nous sommes à la recherche de solutions, des voies et moyens pour pouvoir récupérer nos compatriotes qui sont donc bloqués par cette situation. Mais les Congolais, maintenant, ils comprennent que nous prenons les choses en main. L'État va prendre ses responsabilités qui sont de s'occuper de ces Congolais et de les ramener à la maison. Sans espoir de retour, beaucoup de compatriotes lancent des vidéos sur les réseaux sociaux appelant la réaction du gouvernement. Des femmes et des enfants partis pour les affaires sont à court de subsides. Nous sommes dans l'allégresse. Au nom de tous les compatriotes bloqués à Brazzaville, nous remercions les gouvernements congolais. Ce n'était pas facile. Nous avons vraiment souffert de l'autre côté. Pendant ce temps, à l'hôtel du gouvernement, les choses s'accélèrent. Les missions diplomatiques sont mises à contribution. Kinshasa décide du rapatriement progressif de ses ressortissants sur financement du Trésor public. Le chef du gouvernement autorise les affrètements des avions car les compagnies aériennes ont cloué leurs avions commerciaux au sol. La ministre d'État aux Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, assure la coordination des opérations appuyée par son collègue de la santé publique, Eteni Longondo, pour les accueillir au pied de l'avion. 315 Congolais venus des Émirats Arabes Unis font leur retour au Bercail. 40 viennent du Cameroun, de la Belgique et de la Suisse. C'est la fin d'un long calvaire. C'est du jamais vu qu'on puisse rapatrier les Congolais de partout
Et nous qui venons de l'Afrique du Sud, on a été confinés pendant 2 mois. Franchement, on ne savait quoi faire. Jamais revenir sur son sol n'a suscité autant d'enthousiasme. Un autre vol est parti de Dubaï. À son bord, des femmes et des enfants sont priorisés. D'autres compatriotes sont venus de Brazzaville, d'Abidjan, Addis Abeba par Air Ivoire. De l'Afrique du Sud, 160 compatriotes dont 9 bébés ont regagné la mère patrie. Je viens de remarquer déjà qu'il y en a qui présentent une température supérieure à la normale. Et ceux qui présentent cette température supérieure à la normale seront amenés directement au cinquantenaire pour des investigations appropriées. Pour organiser un tel travail, seul l'affrètement des avions ne suffit pas. Comment retrouver les Congolais à travers le monde quand l'on sait que beaucoup ne se font pas signaler aux ambassades lorsqu'ils sont à l'étranger, ce qui a rendu la tâche de les répertorier difficile mais pas impossible. N'ont été rapatriés que ceux dont la date de retour tombait sous la période des fermetures des frontières. Ces vols de rapatriement vont se poursuivre pour New Delhi, Istanbul, Cotonou et j'en passe. Cette opération a un coût financier énorme qui constitue une réponse du gouvernement Ilunkamba en termes de riposte contre le coronavirus. Une quatorzaine a été observée à Kinshasa pour garantir la quarantaine avec prise en charge totale du gouvernement. D'autres ont été suivis à domicile. Il faut le mentionner, la crise sanitaire a provoqué une crise économique dont les effets pervers sont redoutables. C'est dans ce contexte que le gouvernement a réalisé cette action qui trouve de la valeur aux yeux de la population. De recyclage de déchets à Kinshasa, des bouteilles et emballages en plastique peuvent bien servir à autre chose. Pour le gouvernement, le danger doit être transformé en opportunité. Angèle Mabiala-Lande. La gestion des déchets est parmi les grands problèmes auxquels le monde doit trouver des solutions. Tous les pays ont des difficultés à gérer leurs déchets, car on en produit de plus en plus par jour et par an. L'Europe n'a plus d'endroit pour jeter ses déchets, et même la Chine, qui était la poubelle du monde, refuse de recevoir les déchets du monde parce qu'il existe des circuits dans le monde où on fait de l'argent derrière le déchet. L'Afrique, du fait de sa pauvreté, accepte de faire de ces pays des poubelles, mais sans avoir le moyen de gérer ses déchets. Ce qui devient de plus en plus une bombe à retardement parce que l'environnement en souffle terriblement et les populations sont exposées aux maladies de tous genres. Comment la République démocratique du Congo, mieux la ville de Kinshasa, gère-t-elle ses déchets? Existe-t-il des industries de transformation des déchets dans notre pays? Dans tout ça, on multiplie. Non seulement qu'on ramasse, on va rendre la vie propre, mais aussi on donne du travail aux gens qui font ce ramassage-là. Ça fait maintenant 6 mois tout simplement. Les réseaux que nous avons créés pour le ramassage, ces gens-là ne peuvent pas aller dans les rivières pendant qu'il pleut. Donc il faudra qu'il cesse de pleuvoir et tout ce que la pluie a amassé, nous le récupérons facilement. Parce que la ville bientôt sera plus propre avec cette allure que nous avons ici. Ici là, vous ne verrez plus sur nos rivières ici des bouteilles qui coulent inutilement. Hormis les bouteilles en plastique, cette usine transforme aussi le bassin, les gobelets et les chaises usées en spot ou PVC et autres objets plastiques neufs. Quel est le programme de la ville dans cette matière? Le gouvernement a-t-il conscience que ces déchets constituent une arme qui va tuer la population? L'année 2020 a été décrétée année de l'action. Et pour ce ministère, cette action consiste à gérer de manière efficiente les déchets qui aujourd'hui sont non seulement un danger pour notre santé, mais c'est également une opportunité parce que les déchets peuvent produire des matériaux de construction, les déchets peuvent produire même de l'énergie électrique dont nous avons tant besoin dans notre pays. Nous allons faire des travaux qui vont mener à tout cela, à la transformation de nos déchets, à la gestion rationnelle de nos déchets, afin que le danger que constituent les déchets soit transformé en opportunité pour notre population. Mesure-t-on l'ampleur des méfaits de la pollution issue de ces déchets?
Il faudrait que le gouvernement choisisse des gens pour faire le recyclage de ces déchets. Sous d'autres cieux, on apprend aux enfants de ne pas jeter les déchets par terre et c'est là de le bas âge. Il faut donc inculquer cette notion à l'école primaire. L'État doit s'imposer. J'ai l'habitude de ramasser les bouteilles dans les poubelles. Je les nettoie pour les revendre. C'est mon gagne-pain. Ces bouteilles sont très bien nettoyées et sans danger. Il n'y a aucun risque d'attraper des maladies quelconques. Je vous le rassure. Nos rivières, nos cours d'eau drainent plusieurs milliers de bouteilles en plastique que nous jetons inconsciemment partout dans les lieux publics. Dans nos rues, dans nos quartiers, ces bouteilles jonchent le sol à l'indifférence générale. Après les dégâts de pluie, nous sommes promptes à faire des vidéos, des photos de ces milliers de bouteilles couvrant le cours d'eau pour interpeller le pouvoir public. Nous sommes tous responsables, changeons donc de comportement. Les écoles doivent intégrer dans le cours du civisme l'éducation à la protection de l'environnement. La question des déchets doit préoccuper les gouvernements parce qu'à l'avenir, personne ne pourra faire face à la destruction qu'elle posera. La prise de position de certains États contre l'OMS en pleine crise sanitaire mondiale a laissé émerger un débat qui s'est poursuivi à l'Assemblée générale de cette organisation, Getty Omatuku. La propagation du nouveau coronavirus Covid-19 à travers le monde et ses effets sur le plan sanitaire, économique et social aura révélé les failles et les limites des États dits développés aux superpuissances. Cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19 a permis de modifier les rapports et les attitudes entre États qui subissent déjà les conséquences néfastes de cette pandémie. Les États-Unis d'Amérique, pays le plus endeuillé au monde, avec un bilan qui approche les 100 000 morts et plus de 1 600 000 cas confirmés, vient de montrer leurs limites de la gestion de cette pandémie. La superpuissance mondiale peine à stabiliser sa courbe de contamination et de décès. Une situation qui préoccupe le président américain Donald Trump, candidat à sa propre succession à la présidentielle de novembre 2020. Cette crise sanitaire va également changer les rapports et les attitudes entre États. Déjà, les États-Unis d'Amérique qui en paient le frais pointent d'un doigt accusateur la Chine, épicentre du coronavirus, d'avoir caché les informations d'un virus mortel depuis octobre 2019. Le président américain vient d'exclure la renégociation des accords commerciaux avec la Chine. Les États-Unis d'Amérique, premier contributeur au budget de l'OMS, vont aussi suspendre la contribution américaine au budget de cette agence sanitaire à hauteur de 22%, soit plus de 500 millions de dollars américains. Et le président américain menace de transformer cette suspension temporaire de ce financement en une mesure permanente et compte reconsidérer la qualité des États-Unis d'Amérique comme membre de cette agence des Nations Unies. Selon Donald Trump, l'OMS devait plutôt condamner la Chine pour manque de communication en temps réel des informations liées au coronavirus. Et la Chine, qui compte étendre son influence en Afrique, vient de disponibiliser 2 milliards de dollars américains pour soutenir les pays africains dans la République démocratique du Congo dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. D'aucuns pensent que l'après-Covid-19 présage un climat de guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, deuxième économie mondiale. Quant à l'Europe, avec plus de 170 000 morts et le pays le plus endeuillé reste le Royaume-Uni, avec près de 37 000 décès, a été absente d'une manière générale dans la recherche d'un remède contre cette pandémie. La quasi-totalité des pays développés de l'Europe ont donné l'impression d'être limités et impuissants face à ce virus mortel. Nous citerons du moins la proposition du professeur français Didier Raoult avec son hydroxychloroquine, une molécule qui n'a pas fait l'unanimité au sein de la communauté scientifique. L'on a assisté à une Europe déboussolée qui ne s'est jamais préparée à une telle crise sanitaire. Toutes ces failles nous poussent à dire que l'Europe devra repenser son système sanitaire après Covid. L'Afrique, avec plus de 3 000 décès et plus de 88 000 cas testés positifs, l'Afrique du Sud reste le pays le plus touché d'Afrique avec plus de 19 000 cas enregistrés et 369 décès.
Souvent critiquée parfois avec des projections alarmistes, l'Afrique continue de faire face au coronavirus avec un taux de contamination des décès inférieur au reste du monde. Nous ne manquerons pas de faire allusion aux recherches malgaches avec le Covid Organics, une tisane préventive et curative contre le coronavirus faite à base de la plante Artemisia et d'autres plantes médicinales de Madagascar, ce malgré les réticences de l'OMS et d'autres scientifiques. Aussi, les tentatives de recherche en République démocratique du Congo avec le professeur Ekwalanga et autres pour la fabrication d'un produit made in Congo contre la Covid-19. Au regard de ces diverses attitudes adoptées par les uns et les autres, les scientifiques et les professionnels de santé qui sont en première ligne de cette guerre invisible devraient mettre ensemble leurs intelligences, travailler en synergie afin de proposer rapidement un produit efficace contre la Covid-19 et qui fera l'unanimité. Face à cette tragédie, les dirigeants du monde doivent mettre sur pied une agence internationale de renseignement, question d'échanger et de se partager les informations sur le plan non seulement sécuritaire, mais aussi sanitaire, économique et environnemental, en vue de prévenir d'autres calamités qui pourraient secouer la planète Terre dans les années ou décennies à venir. Et justement, le débat se poursuit sur ce plateau avec Médard Mbouyal Mangal. Bonsoir Médard. Notre chroniqueur maison. Médard, la crise de la Covid-19 nous laisse l'occasion de découvrir les vraies valeurs longtemps oubliées, notamment la science, nos traditions, mais aussi la quiétude, le calme que nous avons retrouvé. Mais je dirais, voici le plus grand mérite du confinement et l'intervention de l'État qui nous a permis de vivre, peut-être après près de 50 ans, de vivre le silence à Kinshasa. Donc sans bruit, donc sans production sonore. Alors on avait imaginé que Dieu nous avait punis pour que nous ne puissions pas vivre dans le silence. Et c'est fait, c'est acquis. Il faut que ce que nous venons d'avoir comme acquis puisse s'instaurer comme tradition. Et pas seulement ça. Voir une société dépensière. Kinshasa était devenue une société très dépensière, une société de matuvie. On organise des deuils avec beaucoup de tralala, beaucoup de dépenses. Des funérailles coûteuses. Au point qu'un journaliste a proposé même le concept, c'est devenu une industrie funéraire. Donc autour des funérailles, que de l'argent on a dépensé. Et des emplois aussi créés en même temps. C'est vrai qu'on a créé des emplois, mais là où il y a trop de pauvres, lorsqu'on doit dépenser 9 000 $, parce qu'on doit héberger les gens pendant 24 heures, ou pendant 18 heures simplement, et on dépense 9 000 $, 7 000 $, 5 000 $, ça en était trop. Et toutes les dépenses liées, l'achat des uniformes, les services traiteurs, on va même jusqu'à louer de pleureurs et de pleureuses. Oui, des professionnels. Mais Médard, ça c'est l'aspect financier. Mais comment allons-nous aujourd'hui cracher sur nos traditions? Parce que nous avons une manière de pleurer nos morts, nous les Africains. Aujourd'hui, c'est juste un échantillon d'une vingtaine de personnes et il y a des voix qui s'élèvent pour que cette mesure soit maintenue. Comment allons-nous rendre les derniers hommages s'il faut continuer avec cette mesure gouvernementale? Bon, c'est une réflexion qui vient de commencer. Est-ce que rendre hommage, ça signifie seulement être présent sur le lieu, ou se souvenir nécessaire, ou poser nécessairement, ou dépenser? Parce que c'est aussi ça. Lorsqu'on est pauvre, lorsque des familles engagent des dépenses, après les funérailles, on retombe dans les dettes. Oui, alors, le ça poids des devient lié. endettements. Et notre élément, en fait, c'est la redécouverte de nouvelles identités, la science. Subitement, la société congolaise a justement compris les centres de recherche qui existaient longtemps dans ce pays, mais qui ont retrouvé et les succès. chercheurs eux-mêmes, que personne ne pouvait citer leur nom. Aujourd'hui, le nom de Muyembe est cité, connu. Donc, voilà les valeurs que l'on retrouve. On s'imaginait qu'on n'avait pas besoin de modèles. Voilà, les modèles commencent à sortir, à émerger. Merci Médard pour cette réflexion sur les valeurs révélées par la crise de la Covid-19. Merci Médard. Alors nous revenons aussi à ce stade du journal sur la revue de presse en ligne. Qui dit vrai? Berka News annonce: la Cour constitutionnelle ne reconnaît plus le regroupement AFDC-AFCC dirigé par Néné Koulou Ilunga. Pour la Cour, selon le journal, ce regroupement n'a pas été enregistré dans le scrutin de 2018. Seul le regroupement AFDC-AL Bahati est reconnu par la Cour. Faux, rétorque l'AFDC-AFCC-L Néné Koulou Ilunga dans 7sur7.cd. Pour ce regroupement politique, la Haute Cour n'a rendu aucun arrêt ni contre le regroupement, ni contre les élus nationaux membres de l'AFDC-AFCC. Une nouvelle
nouvelle tentative manquée pour Vital Kamerhe, la 5e. Sa demande de mise en liberté provisoire selon cassinfo.ca a une fois encore été rejetée par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Pendant ce temps, le neveu de Vital Kamerhe, Daniel Massaro, rapporte Actu7.cd, refuse de répondre aux questions des magistrats dans l'affaire de détournement des deniers publics du programme de 100 jours du président de la République. Ses biens recensés sont estimés à 4,8 millions de dollars américains. Un autre dossier judiciaire, c'est l'affaire Pascal Moukouna. Sango 26.info rapporte l'inquiétude des voix de sans-voix pour les droits de l'homme qui préconise le transfèrement de l'évêque Moukouna vers une résidence surveillée afin de garantir sa sécurité en attendant l'ouverture de son procès. Volet Covid-19. L'éditorialiste de Média Plus Magazine, Michel Moussé-Mediaoui, évoque le rôle important que joue le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dans l'éradication du Covid-19. Lui qui est sur tous les fronts a besoin d'une 25e heure pour continuer à enchaîner toutes les activités, tant à la primature qu'en extérieur sur le terrain, jusqu'à ce que quelqu'un lui dise « Il est minuit, monsieur le Premier ministre ». Crise sanitaire avec le coronavirus, le phare fait part des recommandations de Jean-Claude Massangou, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour relancer l'économie de la République démocratique du Congo. On massacre en Ituri, un horreur qui ne dit pas son nom révèle de postes, cadavres mutilés, corps éteutés à la machette, sans discernement, sans distinction, femmes et enfants sont taillés en pièces. Pétition contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Infolive.cd rapporte la menace du regroupement politique Le Changement en Marche qui prévient sur la dissolution du Parlement en cas de destitution de Jean-Marc Kabound. Un agent du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, monte au créneau selon Africa News. Il met en garde les détracteurs du directeur général, Patrice Kitebi. Dépréciation du franc congolais, l'agence congolaise de presse tire la sonnette d'alarme. À la base, la pandémie du coronavirus qui sévit en RDC et à travers le monde. On boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse avec le maximum. Le journal évoque une enquête menée par le groupe UNURAC qui a publié la liste de 55 institutions universitaires les plus performantes de la République démocratique du Congo. La revue de presse online, la RVA-SA, informe le public que contrairement aux rumeurs répandues dans les réseaux sociaux et relayées par la RTNC dans la revue de presse des médias en ligne le vendredi dernier, qu'aucun de ces locaux destinés à l'exploitation commerciale dans le salon business de l'aéroport international d'Ondjili n'a fait l'objet d'une quelconque vente ou cession au profit d'une tierce personne physique ou morale. La RVA-SA précise qu'en outre que la mise en exploitation à des fins commerciales de ces locaux s'est toujours faite sur base des contrats de location dûment signés avec les opérateurs économiques opérant légalement en République démocratique du Congo. Enfin, la RVA-SA profite de cette mise au point pour rappeler qu'un aéroport est un bien public de l'État dont aucune portion ne peut être ni vendue ni cédée à qui que ce soit. On poursuit ce journal avec la politique. C'est un appel à la paix aux partisans et sympathisants du regroupement AFDCA, membres du FCC, avant la fin de l'audience sur la paternité de cette formation politique à la Cour constitutionnelle. C'est une fausse alerte tendant à être avalée par l'opinion nationale. La justice n'a jamais rendu un quelconque arrêt contre l'AFDCA, moins encore un arrêt de déchéance contre ses députés nationaux, affirme le président ad intérim de ces regroupements politiques. Patrick Djanga est monté au créneau pour faire les démentis de cette folle rumeur tendant à nuire la réputation de son autorité morale, Nenen Koulou Ilunga, qui garde la paternité de l'AFDCA dans les institutions du pays et la notoriété de tous les parlementaires de ces regroupements politiques. Le regroupement politique AFDCA porte à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, contrairement aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux, que la Cour constitutionnelle n'a prononcé à ce jour
aucun arrêt de déchéance de nos élus. Il ne s'agit que de la manipulation pure et simple. Et par ailleurs, Patrick Djanga reconnaît toutefois l'existence des requêtes en justice déposées par certains politiciens à la Cour constitutionnelle pour tenter d'invalider certains députés nationaux restés loyaux à l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, mais appelle tous les militants et sympathisants de l'AFDCA à rester calmes et à ne craindre rien. Nous réitérons l'appel à la sérénité de toutes nos militantes et de tous nos militants. Nous restons confiants en notre justice pour un véritable état de droit. Serein, Patrick Djanga attend que la justice se prononce pour mettre définitivement fin à la paternité de ce regroupement politique. FDC Elba Tilukwebo, cette fois-ci, sa fédération de la Tchangou a pris acte de l'auto-exclusion de son président Papi Boy. Nous, fondateurs, cadres et membres effectifs de la Fédération de l'Alliance des forces du Congo, AFDC en sigle, parti cher, sœur sénateur Modeste Bahati Lukwebo, avons suivi par la voie des médias l'adhésion de Papi Boindombe, président fédéral de l'AFDC Tchangou. Nous déclarons ce qui suit. 1. Prenons acte de son auto-exclusion de la grande machine AFDC. 2. Portons à la connaissance de l'opinion tant internationale que Boindombe a choisi de rejoindre les camps des dissidents, mais la fédération de l'AFDC Tchangou reste fidèle à son autorité, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati. 3. Demandons aux militants et cadres du parti AFDC Tchangou de demeurer fermes, inébranlables et de ne pas se laisser faire par les Boindombe. 4. Mettons en garde les camps des dissidents de ne pas utiliser les noms, symboles et insignes de notre regroupement politique AFDCA. 5. Demandons à la justice, en qui nous faisons pleinement confiance, d'examiner avec diligence les différentes requêtes et plaintes introduites par l'autorité morale, l'honorable sénateur professeur Bahati, afin que notre regroupement... Fin de ce journal, madame, monsieur, merci à tous les musulmans du monde de l'avoir suivi. Ils ont rompu le jeûne aujourd'hui, mais aussi à tous les chrétiens catholiques de la planète qui ont célébré la fête de l'Ascension. Ce dimanche, l'actualité revient à 22h à la présentation Lopez Kakuba. Restez avec nous. Bon début de semaine. À toutes et à tous. Je vous retrouve le dimanche prochain.